Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Multi-21. Aujourd'hui, je suis avec Clément. Salut Clément, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va très bien et vous l'avez compris, hein, qui dit Clément dit super tourisme. Évidemment, c'est notre expert en super tourisme. Aujourd'hui, eh bien, on va faire un tour de ce que sera cette saison de World Touring Car Cup, de ce World TCR, et on va voir un peu quels vont être les enjeux de la saison. Mais avant tout, moi j'ai une question pour toi, Clément. À quoi ça sert le TCR? Parce que finalement, le World TCR, à quoi ça sert? Parce que finalement, le super tourisme, c'est quand même normalement des championnats plutôt nationaux. Et est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de faire un championnat du monde de super tourisme? Alors tu l'as dit, le super tourisme c'est un truc qui est très national. Alors il y a deux choses, il y a le TCR et le WTCR. Le TCR c'est la réglementation sur laquelle sont ces voitures, hein. C'est comme en endurance, tu es familier comme moi de l'endurance, il y a le LMP1, le GTE. Le TCR c'est un type de catégorie. Et ça c'est une catégorie très utile puisqu'on en avait déjà parlé l'année dernière lors de notre podcast de présentation de la saison 2019. C'est une catégorie où on a 15 constructeurs mondiaux qui sont représentés, qui viennent de plusieurs pays en Europe, en Asie. On a eu Ford aussi un moment pour les USA, qui se mettent sur une base commune pour créer des voitures avec des performances très proches et à un coût assez faible. On parle quand même de sport automobile, donc on a des voitures qui sont entre 100 et 150 000 euros, mais c'est assez faible en fait pour avoir une base et qui permet surtout de courir dans plus d'une quarantaine de pays dans le monde, dans différents championnats qui acceptent ces voitures. Donc le TCR en soi c'est très utile. Par contre le World Touring Car Championship, finalement ça sert pas à grand chose en soi, puisque tu l'as dit, le Touring Car c'est avant tout quelque chose de local, hein. Les Américains ont la NASCAR, les Australiens ont le V8 Supercar, les Anglais ont leur fameux BTCC, les Allemands le DTM, les Brésiliens ont le Stock Car Brasil, les Argentins ont le TC2000. Bref, chacun a sa catégorie en fait. Chacun se base sur son règlement et c'est quelque chose qui est profondément ancré localement avec des modèles locaux puisque c'est des voitures de Monsieur Tout le Monde. Alors, une série internationale, par exemple, il y a des Lynk & Co qui sont des voitures chinoises qui ne sont pas commercialisées en Europe. Quel intérêt pour les Européens d'en acheter pour les faire rouler sur circuit? Il y a des 308 qui ne sont pas commercialisées aux États-Unis. Quel intérêt pour les Américains d'en acheter pour les faire rouler sur circuit? Donc, c'est plus une base qui est très intéressante. Après, ils en ont fait un championnat du monde puisque c'est la FIA qui veut avoir un championnat par catégorie, hein, comme ils ont un championnat de monoplace avec la F1 ou un championnat de rallycross avec le World RX, de rallye avec le WRC. Voilà. Mais en soi, le WTCC ou WTCR, ça sert pas à grand chose comme championnat. Mais c'est plutôt sympa à regarder. Eh ben ouais, c'est plutôt sympa. Et moi, je trouve quand même qu'il y a un intérêt, c'est d'aller sur des circuits qu'on voit rarement, voire même qu'on ne voit pas du tout habituellement. Euh, Il y avait un calendrier qui était très sympa, qui était prévu, avec notamment Villarreal au Portugal, avec le Salzburgring en Autriche, avec le Ingespedium qui est un beau circuit aussi, tu vas nous en parler en Corée, ou même encore le circuit de Macao. À cause du coronavirus, évidemment, ce calendrier a été remanié. Donc on ira en Belgique à Zolder, on se rendra au Nordschleife, donc au Nürburgring en Allemagne, on ira au Slovakia-Ring en Slovaquie bien sûr, au Hungaroring en Hongrie, et puis on finira par Aragon en Espagne et par Adria en Italie. Alors, un calendrier qu'on lançait en à peine 2 mois, qu'est-ce que tu trouves à redire sur ce calendrier? Est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'il ne te plaît pas, ce calendrier? Alors déjà ils ont gardé 4 des 6 meetings qu'on devait avoir à l'origine, donc c'est plutôt pas mal là-dessus, ils ont réussi à sauvegarder ce qui devait être le calendrier de base. Ensuite, tu l'as dit, tu as parlé du Salzburgring, il n'était pas dans le calendrier d'origine, il a été remis dans ce calendrier post-coronavirus qui n'est qu'en Europe, hein, comme dans tous les championnats de sport auto quasiment. Et finalement, il a été enlevé cette semaine, une semaine avant le début du championnat du monde, cette semaine au moment où on enregistre. On ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. Il a été remplacé par Zolder. Ça a été fait contre l'avis apparemment des promoteurs de la série puisqu'ils vont intenter une action en justice. Mais sinon, on a gardé l'essence d'un calendrier qui est souvent composé de très beaux circuits. Tu l'as dit, hein, le Nürburgring, c'est la version longue, la Nordschleife, donc c'est un circuit de 25 km. Donc il n'y a que 3 tours par course lorsqu'on y court en WTCR et c'est hyper impressionnant. Aragon, c'est un très beau circuit aussi. On y retourne pour la première fois depuis très très longtemps et je suis très content qu'on y retourne. Après, le Hungaroring et Slovakia-Ring, d'habitude, c'est plus des manches où il y a énormément de public et c'est très sympa pour ça plutôt que pour les circuits qui sont. C'est des circuits. Slovakia-Ring, c'est un circuit de talc. C'est lui qui l'a dessiné. Le Hungaroring, on le connaît en F1. C'est pas la manche la plus excitante de la saison. Mais cette année, du coup, les garder dans une version à huis clos, ça a peu d'intérêt.
Du coup, c'est dommage de ne pas aller à l'Inge Speedium, qui est un super circuit coréen très vallonné, à Villarreal, qui est maintenant qui est le symbole quasiment de ce championnat du monde des voitures de tourisme, qui est au Portugal et qui est un super circuit urbain. À Macao, on ne présente plus Macao, hein, c'est un des circuits les plus iconiques de la planète. On se retrouvait aussi normalement au Maroc et en Malaisie, qui sont des circuits un peu modernes, assez sympathiques. Donc voilà, c'est dommage de ne pas aller sur tous ces circuits, mais on comprend aisément. Et c'est cool qu'ils aient gardé l'essence de championnat en gardant le Nürb, Aragon et tous ces circuits-là. Donc oui, effectivement, j'ai bien compris que c'était quand même un calendrier remanié par la Ah force des oui, choses, oui, mais qui oui, te plaisait quand même, qui oui, te plaisait quand même. tout à fait. Alors par contre, moi je regarde un truc là et je vois qu'il y a par exemple 2 courses sur les 2 premières manches et après on passe à 3 courses. Alors j'imagine qu'il y a un règlement un peu spécifique selon les différents week-ends de course, un règlement que tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un peu mieux, non? Tout à fait, normalement, pour faire très simple, le championnat du monde des voitures de tourisme, c'est 10 meetings dans la saison, 10 meetings de chacun 3 courses. Donc avec 2 qualifications, une qualification pour la course 1 et pour la course 3, et la course 2 se fait en grille inversée. Là, du coup, ça sera le cas pour 4 des meetings, hein. Les 4 derniers de la saison se feront avec cette réglementation-là. Les 2 premiers se feront avec seulement 2 courses. Donc pour l'instant, est-ce qu'il y aura une seule qualification? Est-ce qu'il y aura 2 qualifications? On ne sait pas trop. Est-ce que ça va être comme Imola en F1, un meeting sur 2 jours et non sur 3 jours? On n'a pas plus d'informations sur ça pour le moment. Le Nürburgring, théoriquement, ça sera que sur 2 jours, puisqu'il y a les 24 heures du Nürburgring en même temps. Mais donc ça va être un peu condensé, mais on reste sur un format assez classique, hein. Ça change pas, c'est comme en F1, c'est comme en rallycross. Ils ont réussi à conserver le format normal de 2 séances d'essai, 2 séances de qualif et 3 courses. D'accord. Je te propose qu'on parle un petit peu des pilotes. Alors j'ai regardé un peu la liste et je dois t'avouer que tu vas nous parler de tout ce petit monde beaucoup mieux que ce que je ne serais capable de faire. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de pilotes en moins. Il n'y a que 19 pilotes engagés à l'heure où on enregistre cette vidéo. Et puis surtout, il manque un peu tous les darons du sport, notamment Farfus, Montero, Vervige, Benani, Euf, Prio, Chekon, Ma, Vernet ou encore Shedon, qui sont des pilotes qu'on a beaucoup l'habitude de voir en super tourisme, et là ils ne sont plus là. Alors parle-nous un peu de ce championnat. Alors Vernet est présent, hein, il a été rajouté il y a peu de temps, mais oui, sinon il manque ces autres pilotes. Bah écoute, hein, c'est la situation qui fait ça, manque de budget, les écuries ne peuvent pas engager autant de voitures, et du coup il y a pas mal de pilotes qui sont pas présents. On a aussi les problèmes de frontières, par exemple pour Makinua qui ne peut pas se déplacer de la Chine à l'Europe, c'est le cas actuellement. Bon bah il faut faire avec. Alors si on parle un peu de ce championnat, on a 6 constructeurs d'engagés. 3 de façon très officielle, Hyundai, Honda et Lynk & Co, les 3 asiatiques, et 3 simplement avec des écuries clientes, Audi, Cupra et Alfa Romeo. Alors, commençons par le champion en titre, hein, Hyundai. Hyundai qui a le pilote champion l'année dernière, Norbert Mikelist, un Hongrois, qui a déjà gagné 14 fois si on compte WTCC et WTCR. Donc c'est un pilote qui a pas mal d'expérience déjà, qui est là depuis quelques années et qui fera partie du team BRC. BRC, c'est l'écurie qui a développé la Hyundai et qui cette année se retrouve qu'avec 2 voitures, puisque les 2 autres sont données à un team client, mais qui gère tout ça de toute façon, hein. Le team BRC gérera les 4 voitures logistiquement et techniquement sur la piste, donc c'est juste pour différencier les 2 teams. Mais on aura à ses côtés Gabriel Tarquini, l'éternel Gabriel Tarquini qui a désormais plus de 50 ans et qui court encore. Niki Katzburg, qui est un pilote habitué du touring car et de l'endurance et qui est un pilote plutôt sérieux, hein, puisqu'il a terminé à une 13e place l'an dernier. Et le jeune Lucas Engler, qui est le fils du patron de son équipe, et qui débute cette saison en tant que pilote titulaire. Il avait fait un seul meeting l'an dernier. C'est un pilote qui a beaucoup gagné en Asie, le jeune Luca, mais on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Son père, c'est Franz Engler, hein, pour ceux qui regardaient le touring car dans les années 2000. C'est un pilote qui a pas mal couru en WTCC. Donc voilà, c'est une écurie Hyundai qui est assez classique, avec un seul changement de pilote, et Norbert Mikelist sera la tête d'affiche. Ensuite, on a Honda du coup, qui l'année dernière était scindé en 2 teams, Munich et KCMG. Cette année, Munich gère les 4 voitures, donc divisées encore une fois dans 2 teams, mais qui ont quasiment le même nom, donc ça changera logistiquement. Et avec donc Attila Tassi, Thiago Montero, Nestor Girolami et Esteban Guerreri, c'est-à-dire les 4 mêmes pilotes que l'an dernier. Esteban Guerreri qui a terminé vice-champion l'an dernier, qui sera la tête d'affiche la tête de liste de ce groupe Honda. Ensuite, on a Lynk & Co, les Chinois qui sont arrivés l'an dernier avec des voitures opérées par Xi'an. Xi'an, c'est les gens qui engageaient des Volvo avant. Volvo qui fait partie du même groupe que Lynk & Co, donc finalement on connaît la voiture.
Et on a 3 pilotes qui reviennent, Ted Bjork, Yann Erlarcher et Yvan Muller. Erlarcher et Muller étant de la même famille, hein, Yvan Muller étant le tonton de Yann Erlarcher. Et Santiago Urrutia, pardon, je vais réussir à le dire, qui est un Uruguayen, qui est rookie cette année, qui roulait l'année dernière en Touring Car Europe et qui est un nom bien connu des amateurs d'IndyCar puisqu'il courait dans les formules de promotion d'IndyCar pendant des années avant de se rabattre sur du Touring. Pour Audi, 3 voitures engagées par l'écurie Come To You, donc on aura Gilles Magnus, Nathaniel Berton et Tom Coronel. Donc Tom Coronel qui est là chaque année, qui est un pilote payant parmi les pilotes payants du World Touring Car, qui n'est pas un pilote excellent et qu'on verra très peu. Et Nathaniel Berton qui fait son retour, qui l'année dernière pilotait en WEC mais qui a 2 ans pilotait déjà pour Audi en WTCR et qu'on a hâte de revoir. Quant à Gilles Magnus, c'est un rookie mais il a terminé 6ème du TCR Europe l'an dernier, donc on verra ce qu'il donne. Chez Zengo, alors Zengo va engager les toutes nouvelles Cupra Leon 2020, 3 voitures pour eux, avec Mikel Ascona qui était 6ème du championnat l'an dernier et qui est un excellent pilote espagnol, et puis 2 rookies, Bolzik et Karmati Lechner. Donc Bolzik, il a 22 ans, il vient du monde du rallycross et apparemment il a les capacités pour faire du touring car, mais bon, ça c'est Zengo qui le sait, hein. Moi j'ai pas d'informations de plus sur lui. Et Karmati Lechner, il a 44 ans, il est 6 fois champion de Hongrie, donc c'est pas un championnat très excitant, et je me demande bien ce qu'il fait ici au milieu de ses pilotes. Et puis enfin, le team Mulsanne qui l'an dernier était un peu le seul team indépendant puisque Mulsanne construit eux-mêmes les Alfa Romeo. Tous les autres teams, ce sont les constructeurs qui construisent les voitures, qui les engagent officiellement ou pas, hein. Audi et Cupra construisent officiellement les voitures pour le championnat du monde. Alfa Romeo, c'est pas la marque qui construit les TCR, c'est le petit team Mulsanne. L'année dernière, ils avaient engagé Makinua et Kevin Secon et qu'ils avaient réussi à gagner des courses. Cette année, ça sera Jean-Carl Vernet qui était 10ème du championnat l'an dernier, qui est un très bon pilote et qui peut espérer, peut-être au volant de cette voiture, aller décrocher une victoire. D'accord, eh bien écoute, merci pour ce tour d'horizon de la grille qu'on aura cette année. Maintenant, j'aimerais que tu te mouilles un peu. Quels sont tes 3 favoris pour le championnat ? Alors clairement, pour moi, les 3 pilotes qui vont se battre pour le championnat, il y a Norbert Michelisk, il a quasiment la meilleure voiture, c'est le champion en titre, il a été très efficace l'an dernier et il a tout un team derrière lui, donc je le vois encore se battre pour défendre sa couronne. Le deuxième, c'est Esteban Guerreri. Moi, c'est mon favori pour le titre. Il a la moins performante des 3 voitures de tête. Il a le team le moins expérimenté en touring car avec Munich Motorsport. Et pourtant, l'an dernier, il est allé chercher la 2ème place. C'est un pilote qui est très rapide, qui n'hésite pas à jouer des coudes, hein, dans la tradition des pilotes sud-américains de touring. Et qui du coup sera encore une fois surveillé pour la victoire. Et puis le 3ème, c'est Ted Bjork, donc un pilote Hyundai, un pilote Honda et un pilote Lynk & Co. Et Ted Bjork qui était derrière son coéquipier Yvan Muller en dernier, mais qui apprenait beaucoup plus cette voiture quand Yvan Muller lui l'a développée. Donc je vois bien Ted Bjork en tête de liste des pilotes Sian, avec le jeune Yann Erlarcher à ses côtés pour l'aider, hein, lui qui a fait des très bonnes saisons, qui apprend, qui est très jeune et qui pourrait dépasser son tonton très très vite. Donc voilà, Ted Bjork, Esteban Guerreri, Norbert Michelis, ça se battra pour le titre. Et pour moi, ça sera Guerreri champion, si je dois mouiller réellement. Très bien, mais je suis un petit peu triste que tu n'aies pas cité pour le titre Yvan Muller, qui est un pilote que j'aime beaucoup depuis des années, mais c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu vieux maintenant. Après Yvan Muller, c'est la légende de la discipline, hein, 4 fois champion du monde, plus de 50 victoires, quasiment 150 podiums, si on compte WTCC et WTCR. C'est un monstre. Encore l'année dernière, hein, il termine 3ème du championnat, rendez-vous compte. Hein, c'est pas des pilotes tout jeunes. Hein. On parlait tout à l'heure de Gabriel Tarquini qui avait dépassé les 50 ans. Yvan Muller, il a quand même 51 ans aussi. Hein, donc c'est des mecs qui sont présents depuis quasiment 30 ans en sport auto et qui arrivent quand même à être performants. Donc tu as raison de souligner Yvan Muller qui est un monstre du sport auto français. Eh bien, très bien, on va terminer cette review justement sur Yvan Muller. Merci à toi Clément de nous avoir un petit peu éclairé sur ce championnat. Merci à vous tous de nous suivre, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre la cloche pour ne pas rater les prochains podcasts. Et puis surtout, manifestez-vous dans les commentaires, hein, si vous faites partie des 17 personnes qui suivent ce championnat. Bon, je taquine un peu, mais c'est vrai que ce championnat World TCR est beaucoup moins suivi que par exemple la Formule 1. Mais en tout cas, on va suivre ce championnat avec grand plaisir, d'autant que maintenant on a toutes les clés pour savoir ce qui va se passer grâce à toi. En tout cas, merci à tous et à bientôt. Salut. Salut.